Bonsoir à tous. On est ravis d'être là. Bonsoir. Tout le monde nous entend bien? On est parti? Ouais. Est-ce que vous êtes là, Lille? Pendant 1 heure et demie, on va discuter de comment se font, comment se pensent, comment se créent les musiques des séries qu'on aime tous, comment se pensent les génériques, comment se passe le travail avec les réalisateurs. Pour ce faire, on a une chance incroyable ce soir parce qu'on a avec nous les grands noms de ce métier. On a avec nous donc Loïc Dury, Yuxek, Huel Lamort et Élise Lugern, qu'on peut applaudir. Alors pour introduire un peu tout ça, voilà, moi je suis Laurent Coquigny, je dirige 6ème Son, qui est, nous on fait les musiques des marques, de la SNCF par exemple, juste derrière. Mais au départ, moi, quand j'étais adolescent, mon envie c'était de faire de la musique à l'image, et c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans cette boîte, de la porter. Et des artistes comme par exemple Loïc ici présent sont des gens qui moi m'ont beaucoup inspiré. Et là on va écouter quelques musiques de séries que vous connaissez tous et qui je pense ont marqué beaucoup de gens ici présents. Et pour ce faire, Julien, la musique c'est pour toi. Voilà, ça permet de situer un peu l'idée de ce soir. Déjà, pour commencer, une première question peut-être à tous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers la musique à l'image, vers les films, les séries, l'animation? Qu'est-ce qui a été déclencheur dans votre carrière pour tout ça? L'opportunité. En fait, on a tous envie de faire ce genre de choses. Quand on fait de la musique au début, à un moment donné, la musique à l'image, c'est un fantasme. Donc, en fait, c'est qu'un jour, quelqu'un vient devant vous et vous dit « Ah, ton travail m'intéresse, est-ce que tu pourrais pas travailler avec moi ?» Donc, malheureusement, on décide pas tout d'un coup de dire « Oh, moi, j'ai envie de faire telle musique de série. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est vraiment l'opportunité qui fait qu'on peut y aller. On est venu à toi pour te dire, voilà, est-ce que tu peux travailler sur tel projet ou tel autre projet? Exactement.
Pierre, c'est pareil pour toi? Moi, j'étais un peu plus volontaire, j'avoue. J'avais vraiment envie de le faire et c'était par des morceaux à moi qui ont été pris dans des films, notamment La guerre est déclarée. Et du coup, j'ai rencontré Valérie Donzelli et Jérémy Elkaïm en fait par hasard. Et je leur ai dit j'adorerais faire des musiques de films. Et en fait, longtemps après, 5 ou 6 ans plus tard, sur Marguerite et Julien, qui était un peu mon premier long métrage, ils ont fait appel à moi. Hein. Donc c'était une sorte de bouteille à la mer qui est arrivée à destination. Ouais, donc tu en avais vraiment envie, ça marchait, c'est bien. Huel, pour toi, ça a commencé comment? Moi, c'était un peu comme Loïc. On m'a demandé, en fait. J'ai dit oui. Mais en parallèle, j'avais déjà fait beaucoup d'orchestration et de sessions d'enregistrement pour de la musique à l'image, de la librairie et vraiment des choses très spécifiques. Donc, j'avais déjà un pied dans le côté recording. Et après, je suis passée du côté compo. Et est-ce que c'est très différent de composer de la musique pour soi, en tant qu'artiste, ou de se mettre au service d'un tiers, d'une sorte d'art appliqué? Bah oui, c'est pas la même chose. Quand on fait de l'orchestration ou quand on est en direction orchestrale pour le recording, on est vraiment au service d'un compositeur si on a la chance qu'il soit présent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et après, quand on fait sa propre musique, on est beaucoup plus libre. Pour toi, Pierre, qui fait beaucoup de musique pour toi aussi, c'est très différent aussi comme exercice? Moi, ça n'a rien à voir parce que la musique que je fais pour moi, c'est de la musique de club, parce que de la musique pour danser globalement. Et en fait, moi, au contraire, ça m'a servi de faire de la musique de film pour me décomplexer, de me dire qu'en fait, je faisais que de la musique de club et tout le reste des choses que j'ai envie de faire, je le fais dans la musique à l'image. Les musiques un peu plus savantes, entre guillemets. Ouais. Élise, toi, on viendra sur ce que c'est ton métier qui est de travailler avec les artistes et la composition. Quelle qualité il faut pour un compositeur pour se mettre au service d'un projet qui peut être un film ou une série versus écrire des chansons, écrire... Alors déjà, il doit être sympa. C'est la base. Et non, mais en fait, c'est... Enfin, j'imagine, mais c'est eux qui vont en parler mieux que moi, mais la contrainte de l'image, elle est super importante. C'est-à-dire que on peut être un très bon compositeur et faire des disques super, mais ne pas du tout comprendre ce que c'est que le synchronisme à l'image. Et donc c'est un travail un peu plus technique et qui demande une approche qui est différente. C'est surtout en fait qu'on a de l'image qui est une base sur laquelle ils doivent absolument composer et se conformer. Donc je pense qu'elle est là la différence, qui est beaucoup plus, où ils sont beaucoup plus libres quand ils font leurs albums. Voilà. Et toi, ça t'est arrivé de contacter des compositeurs qui n'avaient pas encore fait de musique à l'image et qui n'y arrivent pas, ouais. Non, mais en sentant qu'ils avaient la capacité de basculer vers... Oui, mais après, tant que tu n'es pas devant l'image, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire que tu as des compositeurs où tu te dis, qui font des disques, des artistes qui font des disques, et tu te dis c'est super cinématographique, mais ça reste que la contrainte de l'image, parfois ils n'arrivent pas à passer le truc. Est-ce que c'est très différent de faire des génériques de films ou des musiques de films et des musiques de séries? Est-ce que c'est ou d'animation, puisque elle en a fait pas mal aussi. Est-ce que c'est très très différent ou non, grosso modo? Pour moi, c'est super différent. Ça n'a même rien à voir. Un générique de film, c'est censé faire sortir le spectateur de sa réalité et le déposer dans un film. Okay. Donc on essaye de créer un espèce de tourbillon, au moins sonore, mais parfois émotionnel, qui vous emporte, et tout d'un coup, on est déconcentré de sa propre personnalité, et paf, on atterrit dans le film, et hop, on est pris par l'histoire immédiatement. Les séries, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'aujourd'hui, les génériques de séries sont très courts. Moi, j'ai fait 10%, ça dure 30 secondes, pas plus que 30 secondes. Et la majorité des génériques qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30 secondes. Il y a quelques chaînes américaines qui ont des contre-exemples et qui font, sur Apple TV, tu peux avoir des génériques d'1 minute et demie. Mais nous, on est confrontés aux 30 secondes. Et là, en 30 secondes, tu dois être familier. Les gens doivent reconnaître immédiatement ce qui se passe et avoir un plaisir à entendre ce son pour leur dire qu'on va les emmener dans cet univers-là. Donc on est presque plus proche de l'habillage. L'habillage, c'est par exemple faire des jingles ou ce genre de choses que de la composition de musique de film. On est entre les deux parce qu'on doit avoir un thème, on doit avoir une mélodie puissante, mais en même temps, on doit avoir un impact digeste très efficace. Ouais. Pareil pour vous? Oui, et puis il y a une tendance aussi à la disparition du générique, en fait. C'est là, par exemple, je bossais pour une série pour France 2. Le générique, c'est une virgule. C'est vraiment... Et hop, le titre. Pourquoi tu penses qu'il y a cette tendance-là?
Bah, je pense que il y a pas mal de gens qui ne regardent pas les génériques, puisque maintenant on a la possibilité de les passer. Donc les mecs se disent, bah autant pas en faire du tout. Non, il y a ça, et puis il y a aussi la place du générique, même dans la narration et dans les épisodes, en fait. C'est vrai qu'il y a des séries où le générique peut être à 4 minutes. Mais ça, en fait, c'est assez marrant, du coup, de rentrer directement dans quelque chose et que le générique arrive plus tard. Enfin, dans la narration, ça peut apporter quelque chose et peut-être permettre aux gens de ne pas la zapper. Tu vois. C'est sûr. UL, dans tout ce que tu peux faire en animation, c'est différent encore? Oui, l'animation, c'est. Alors là, ça n'a rien à voir parce qu'on commence à écrire la musique alors que le film ou le court ou le moyen métrage n'existe pas. En fait, on a l'équivalent de bande dessinée sans couleur avec que des traits et c'est vraiment des hommes bâtons qui bougent. Et on a le scénario et en fait, on fait la musique de quelque chose qui ne bouge pas. Donc c'est encore un autre exercice où il faut se projeter encore plus dans l'univers du réalisateur, mais. Enfin, moi j'adore l'animation, je trouve que c'est super à faire. Ouais, c'est sûr, c'est intéressant. Ouais. Et Elise, ce que disait Loïc, c'est que du coup, il y a une recherche d'un quelque chose dont on se souvient pour les séries, et tu dirais que c'est pas pareil dans les films, qu'on est plus on a plus le temps de rentrer dans le film, alors que la série, il faut, on reconnaissait là, hein, c'est Narcos, c'est Friends, c'est peu importe. Non, mais c'est sûr que Loïc, il a vraiment mis les mots. C'est-à-dire qu'un film, a priori, tu vas le voir une fois. Donc, tu n'as pas cette récurrence qu'a la série. Donc, en fait, tu rentres dans un univers, tu rentres dans une histoire, tu rentres voilà, dans une atmosphère. Alors que le générique de série, il est vraiment là pour donner l'identité de la série musicale. Et ce générique, tu vas le retrouver à la 2e saison, à la 3e saison. Alors parfois, il sera arrangé. J'imagine que parfois, vous l'avez arrangé en fonction des épisodes. Non, 10%, on ne l'a jamais touché. Ouais. Alors, c'est assez marrant parce que, en fait, au début, 10%, le générique, c'est une majorité de fausses cordes. Nous, les producteurs, parfois, on a la chance de pouvoir travailler avec des vrais orchestres, et puis parfois, pas. 10%, quand on l'a fait, on nous a demandé un jeudi matin, il nous faut le générique pour lundi. Donc là, c'est assez difficile, quand on n'a pas encore composé le morceau, de booker un orchestre qui soit prêt pour un morceau qu'on n'a pas fait pour le lundi. Donc on a fabriqué, donc on a utilisé des fausses cordes et un peu de vraies cordes qu'on avait il y a précédemment pour un film. Le générique est passé, tout le monde a adoré, on l'a fait. L'année d'après, pour la 2e saison, on s'est dit, attendez, on va faire des vraies cordes quand même pour le générique, s'il vous plaît. Et la prod dit non, on ne veut pas payer des vraies cordes. Donc avec mon compositeur, Christophe Mick, on dit de notre poche, on va payer un vrai orchestre pour que ça soit des vraies cordes de générique des 10%. On a payé, on a fait un vrai orchestre, on l'a enregistré, c'est jamais passé à l'antenne. C'était trop compliqué de changer le fichier pour le générique. À un moment donné, il y a des problèmes techniques comme ça. Donc on l'a fait. C'était pas un truc artistique où ils se sont dit ça sonne pas pareil. Non, exactement. Personne, les gens se posent pas la question. Ça fonctionne, mais non. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu vois, c'est pas que je m'inquiète, c'est que ça peut être mieux. Non, Et toi, tu préfères laquelle des deux versions? Moi, je préfère celle avec les vraies cordes. Elle a plus de relief et un peu plus d'ampleur. Après, quand les choses ont du succès, c'est plus ta musique, ça t'appartient plus. 10%, c'est pas ma musique, c'est devenu presque extérieur à moi tout d'un coup. Ça fait partie de la culture populaire et c'est dans un truc comme ça. Donc j'ai rien à dire. Ouais. Quand tu as la chance d'avoir un morceau qui devient connu par les gens, ton avis finalement, c'est arrête de te la raconter, tout le monde aime bien comme ça et puis ça va. Là, tu viens d'aborder un point qui est, je pense, quelque chose que tout le monde se demande. À quel moment vous intervenez dans le process créatif avec les réalisateurs? Est-ce qu'il y a un truc codifié ou pas du tout? Non, c'est hyper variable en fait. Ça peut être sur le scénario, on lit des scripts, ça peut être à l'image, ça peut être en dernière minute à la rescousse parce que quelqu'un s'est fait virer, ça arrive. Non mais c'est vrai. Donc il n'y a pas de normes. En théorie, c'est sur le script, mais après, la différence aussi entre le cinéma et la série, c'est que la série se fait dans un temps vachement plus resserré. Étonnamment, alors qu'il y a 4 épisodes à faire et il y a 3 fois moins de durée de montage. Il y a généralement 2 ou 3 monteurs qui bossent en parallèle. Donc voilà, c'est mieux de commencer un peu sur le script quand même pour avoir des trucs, parce qu'après, il faut vraiment suivre le rythme du montage, qui est super court en fait. Enfin, c'est 2 mois pour 6 épisodes, parfois, là où sur un long métrage, on peut avoir 6 mois, 8 mois de montage, quoi. Et toi, Élise, en tant que superviseur musical, tu interviens avant les
dans un monde idéal, j'interviens au scénario. J'essaie de ne pas intervenir à la première version du scénario, parce qu'en général, il y en a 17 qui suivent, donc à chaque fois, il faut que je relise les 17 scénarios. Mais en général, j'interviens au scénario et je fais... Alors, moi, j'ai tous les cas de figure. J'ai des réalisateurs qui savent très bien avec qui ils veulent travailler, et à ce moment-là, on travaille ensemble. J'ai des réalisateurs qui ne savent pas avec qui ils veulent travailler, donc en fonction du scénario, je leur fais des propositions de moi, ce que j'imagine pour leur film. Après, ils prennent ou ils prennent pas, hein, c'est leur film. Et c'est là où j'appelle les amis pour qu'on travaille ensemble, quoi. Voilà. Et la direction musicale, du coup, elle intervient en échange avec le réalisateur. Tu as des réalisateurs qui ont donc une idée précise, tu en as qui n'ont pas d'idée du tout, qui se disent... Ouais. Oui, il y en a, ils n'ont pas d'idée, mais après, on ne peut pas leur en vouloir. C'est compliqué, la musique à l'image, hein, surtout pour un réalisateur. C'est-à-dire que je le dis souvent, c'est vraiment le dernier moment créatif de son film avec lequel il ne maîtrise pas du tout les codes. Donc, ça peut être très névrotique comme rapport. J'ai une bonne théorie et qui s'est révélée exacte à chaque fois, c'est que en fait, dans la musique, il y a toujours un moment donné, dans le film ou la série, il y a toujours un moment donné où le réalisateur, à la fin, pendant une semaine, va complètement douter de ce qu'on a fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a bossé pendant des mois, on est d'accord. Et pourquoi? Parce que c'est la dernière semaine. Le montage est fini, le doublage est fini, les trucages ont été faits. Il n'y a plus rien qui peut changer son film. Donc à ce moment-là, où il est très content de son film, et il n'y a pas de problème, mais ça arrive rarement. Donc en général, la seule chose qui peut remettre en question, c'est la musique. Donc au début, les 3-4 premiers films que j'ai faits, waouh, j'étais angoissé. Après, j'ai compris. Maintenant, quand je travaille avec un réal, à part Clapiche, parce que j'en ai fait plein, mais quand c'est un nouveau réalisateur, je lui dis tout de suite, je te dis, à la fin, il y a une semaine où tu m'appelleras, je ne répondrai plus au téléphone. Pourquoi? Parce que cette semaine-là, tu vas t'angoisser et tout, je ne te répondrai pas au téléphone et tu me rappelleras le vendredi après en disant « Ah oui, non, désolé, j'étais un peu speed ». Et en fait, ça m'est arrivé au moins 10 ou 15 fois, cette situation exacte, où je dis « Non, je ne réponds pas au téléphone, on arrête ». Et une semaine après. Donc c'est vrai que la musique, c'est la dernière chose qu'on peut changer sur un projet. Donc il y a beaucoup d'enjeux et de tensions à la fin des montages. Vous répondez la dernière semaine ou vous mettez en mode avion, vous répondez pas? Non, mais de toute façon, la fin d'un film, c'est toujours un moment de tension à tous les postes, en fait. Donc ça se tend, ça s'énerve, ça devient un peu crispé. Mais ouais, faut laisser juste passer l'orage, parce que... Et puis c'est normal, en fait. Enfin, c'est la même chose quand on finit un album, c'est la même chose quand on... Forcément, au bout d'un moment, genre le truc est quasiment fini, on est là, mais en fait non, mais c'est juste de la merde. Je vais pas donner ça aux gens, c'est horrible. Mais ça passe. UL, en animation, tout à l'heure tu disais que tu fais la musique parfois avant l'image. C'est tout le temps le cas en fait. Mais c'est pas vraiment avant l'image. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des planches avec des bonhommes qui sont à moitié dessinés et en fait ça bouge comme ça et on fait la musique là-dessus. Oui, on affine au fur et à mesure. C'est-à-dire que le film d'animation, on va le recevoir, il va être en entier, mais moi, quand j'aurai fini la bande-son, je l'aurais jamais vu fini, en fait. Après, ils récupèrent, et ils font leur truc, donc c'est vraiment à l'envers. On est à Sérimania ici, donc on parle ici beaucoup des plateformes. Est-ce que ça a beaucoup changé votre métier? Est-ce que ça amène juste plus de boulot? Ou est-ce que l'approche des plateformes est différente de l'approche des chaînes traditionnelles? Vous avez le droit de parler librement, hein, Le premier truc, c'est vrai, ça amène plus de boulot, parce qu'avant, il n'y avait pas autant de séries produites. Donc maintenant, il y a beaucoup de films, beaucoup moins de films qui sont produits. Il n'y a plus de films moyens. Pendant longtemps, en France, on disait qu'il y avait des petits films, les films moyens et les très gros films. Aujourd'hui, en France, on n'a plus que des très gros films et des petits films. Le film moyen a complètement disparu quelque part. Donc ça fait un espace en moins pour nous pour s'exprimer, parce que c'était vraiment l'endroit où tout d'un coup on pouvait devenir professionnel, on avait des vrais moyens pour inventer. Donc maintenant ça s'est reporté sur les plateformes, sur les propositions qu'on nous fait pour la série. Donc après, tout n'est pas toujours enthousiasmant, mais au moins il y a des opportunités pour les compositeurs. Donc ça c'est intéressant. La majorité des plateformes ont des philosophies plus anglo-saxonnes, et les anglo-saxons respectent quand même plus la musique dans un projet de musique à l'image. En France, je crois que c'est 1%, et aux États-Unis, c'est 10% du budget. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc pour ça peut être intéressant.
Vous vivez comme ça, vous aussi? Ouais, moi je trouve que c'est un peu des vagues de créativité et un peu de bienveillance en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui arrivent, qui veulent être créatives et qui d'un seul coup deviennent très importantes, presque monopolistiques, et qui du coup essayent de répéter leur gimmick. Enfin, on s'en fout, on est entre nous là, mais tu vois, on disait tout à l'heure, genre ouais, il nous faut un générique à la Netflix. Et en fait, Netflix s'enferme eux-mêmes parfois dans leur façon d'aborder la musique. Et du coup, ça devient parfois un peu compliqué. Et ou d'autres plateformes qui arrivent et ont envie et ont plus la mode irrésistible pour Disney+. Ça a été vraiment très très cool de bosser avec eux en fait. C'était hyper libre, très respectueux et vraiment Alors, comme sur un long métrage en Tu fait. trouves qu'il y a des tendances? Ouais, HBO a aussi sa manière de faire Je sais pas. et son style aussi. non, mais Amazon, j'avais peur. Salade grecque, c'est sur Amazon. Donc au début, j'ai peur de dire, waouh, t'es avec Amazon. Non, ils ont été super respectueux. On m'a jamais rien dit sur la création. Parfois, on est Ils assez sont là ce soir, original et pas convenu. Non, non, mais je reconnais. Netflix tu vois. sont là aussi. On a été Je libre. sais pas. Non, mais qu'est-ce que oui, on va rester avec toi, Loïc, et balayer un peu tout ce que vous avez pu faire, et il y a beaucoup de choses à écouter. Tu as déjà commencé à parler de 10% et on va en parler. Toi, ton parcours, avant de commencer à faire des musiques de films et séries, c'était d'être compositeur, d'être interprète, d'être... Non, pas du tout. J'ai toujours été dans la musique. J'étais DJ et programmateur d'une radio, Radio Nova. Donc j'ai eu la chance de programmer la musique de Radio Nova pendant les années 90, qui était une période effervescente où il y avait des nouveaux courants musicaux tous les mois. Donc on était passionnés. On avait un patron qui disait que la seule chose importante était qu'on entende notre passion pour la musique à l'antenne. Donc ça, c'était une espèce de parenthèse enchantée. Et puis après sont arrivés les cost controllers, est arrivée la pub, sont arrivées plein de choses qui ont rendu l'expérience un peu moins stimulante. Donc là, j'ai décidé de monter une petite société et de me dire, bon, bah voilà, j'espère faire de la musique pour la mode ou pour l'image, on verra bien. Et puis, petit à petit, les projets arrivant, j'ai réussi à faire des musiques de films. Bon, génial. Je propose qu'on écoute peut-être la musique de 10% et que tu nous as déjà raconté un peu quelque chose, mais l'inspiration que tu as eue. Ah, tu peux mettre du volume, ouais, vas-y. Tout à l'heure, tu sais qu'elle t'appartient plus? Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas de figure, c'est que l'inspiration, elle est liée à la pression. Et nous, dans notre boulot, il y a souvent de la pression. J'y pensais parce que juste avant, on disait que justement, dans ce travail, il y a des tensions. Tout le monde croit que c'est le monde merveilleux du cinéma, de la musique de film. Non, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de doutes. Donc on doit faire face à ces choses-là. Et que parfois, la pression, quand là, on m'a dit le jeudi, il nous faut un générique pour le lundi matin, bah, tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir à te dire est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce que c'est pas la bonne idée. Donc là, on se met à travailler à fond. Le jeudi soir, on bosse toute la nuit. Le vendredi, on a une idée, on appelle Clapiche, il vient au studio. Est-ce que ça te parle, ça? Et il est arrivé, oh oui, ok les gars, c'est ça, continuez là-dedans. Et puis voilà, on est parti. Donc parfois, tu as beaucoup de temps en avance et puis tu sais pas comment faire, tu tournes en rond. Là, il fallait y aller. C'était la première série de Cédric. On savait qu'il y avait un enjeu extrême. Donc après, c'est des recettes de fabricants. On s'est dit, voilà, ça va être sur une chaîne, sur une grande chaîne. Il faut qu'on ait une grille accessible. Une grille, ça veut dire les accords dans lesquels vont être le morceau. Il faut que les gens soient assez à l'aise et qu'on n'arrive pas avec quelque chose d'avant-garde. Donc on a cherché une grille dans l'histoire de France qui était assez populaire, dans laquelle on retrouvait plein de trucs. Et après, on s'est dit, bon, on se réapproprie cette grille. À nous, on l'invente et puis on rebondit. Et puis après, il y avait les désirs de Clapiche. Il fallait que ça soit uplifting. Il n'y a pas de mot en français pour dire uplifting, mais ça veut dire que ça t'emmène vers le haut, que ça te soulève et que ça crée quelque chose, un enthousiasme qui t'emporte un peu. Donc il fallait que ça soit uplifting, qu'on sente les paillettes, qu'il y ait une forme de glamour. Et puis voilà, avec ces éléments et la pression, ça l'a fait. Mais par contre, quand on le fait, on s'était dit, ouais, c'est pas mal, ça fonctionne bien.
mais on n'avait pas l'idée que celui-là marcherait plus que d'autres, quelque part. Tu le sais pas quand tu le fais. Et tu conceptualises tout avant comme ça parce que c'est vachement intéressant. Tu vois, ça pourrait être juste, tu te mets au piano ou tu sais quelque chose. Là, non, avant, tu réfléchis à l'accessibilité parce que c'est sur France Télévisions. Oui, moi, je suis un artisan. Je suis pas un musicien comme Pierre à côté qui lui a une formation classique. Moi, je sais pas jouer d'instrument. Moi, j'ai réussi à faire de la musique grâce aux ordinateurs. J'ai commencé à mettre des bouts de son dans mon ordinateur, les couper dans tous les sens, les empiler petit à petit. Et à force d'essayer, parfois, ça donnait des trucs bien. Et puis un jour, il y a Clapiche qui est arrivé qui m'a dit « Oh, mais ces trucs bien, j'aime bien ». Donc c'est comme ça que c'est. Donc moi, je suis vraiment un artisan. J'ai pas d'inspiration pure où je peux sortir une mélodie au piano. Non. Donc je vais chercher tous les éléments qui sont liés au projet. Dans un film, il y a un mot savant dans la musique à l'image, c'est diégésique. Diégésique, ça veut dire ce qui n'est pas à l'image. Donc quand on a un personnage de 30 ans à l'image, le film commence, il a 30 ans. En fonction de la musique, je peux dire qu'est-ce qu'il écoutait quand il avait 15 ans. Ça change tout. Si c'est un mec qui écoutait du rock quand il avait 15 ans ou si c'était quelqu'un qui écoutait autre chose. Donc tous ces éléments, c'est une réflexion en amont. On additionne ça, on crée un périmètre de jeu en fonction du projet, du film ou de la série. Et à l'intérieur de ça, on s'azimute. Et sur la dimension du succès de cette musique-là, à quel moment tu réalises que en fait, celle-là, tu disais par rapport à d'autres, c'est une dont on se souviendra longtemps? Parce qu'un jour, on fait la promo d'un film avec Clapiche, on est en province pour faire des avant-premières de films et on arrive sur une radio locale de Radio France. Je ne sais plus comment s'appelle la radio locale de Radio France. France Bleu, quelque chose? Ouais, exactement. Donc le gars nous reçoit et tout ça, et puis il reçoit Clapiche et il sait pas. Et je suis avec Clapiche. Et manifestement, il n'est pas très spécialiste du cinéma. Il ne sait pas trop qui est Clapiche. Il ne connaît pas les films de Clapiche et tout. Donc on parle comme ça, des trucs, il pose des questions. Et tout d'un coup, Clapiche dit « Ah oui, et Loïc, qui a fait 10%. » Et là, le mec devient fou. Quoi, 10%? Mais attendez, on lance un concours à l'antenne. J'adore. Chanter 10%. Il fait appeler les auditeurs de la radio. Et les gens commencent à téléphoner pour chanter 10%. Donc, il y a un morceau instrumental pas chanté. Et les gens, tout le monde commence à faire son 10%. Donc là, on s'est regardé avec Cédric. On s'est dit, waouh, d'un seul coup, le générique de 10% devient plus connu que tout ce qu'on a fait avant, quelque part. Alors justement, on va parler de ce que vous avez fait avant avec Clapiche. Juste, tu peux nous raconter comment ça commence l'histoire avec Clapiche, tous les deux? Parce que tu as fait combien de projets avec lui? Beaucoup? J'en ai fait 8 ou 9, ouais, je ne sais plus exactement. En fait, c'est une rencontre amicale par hasard. On est en vacances quelque part et tu as des copains qui se disent « Oh, vous devriez vous rencontrer ». Et moi, j'étais programmateur de Radio Nova à l'époque et lui avait fait un film qui s'appelait « Chacun cherche son chat ». Et dans ce film, il avait utilisé principalement la playlist de Radio Nova. Donc quand on se rencontre, il me dit « Ah ben c'est toi qui as fait la musique de mon film ». Je dis « Comment ça ?»« Ben non, rien à voir ». Il me dit ben, « Si, j'ai pris des trucs de Radio Nova ». Et à l'époque, il avait le projet de faire Peut-être, qui était encore un peu flou, mais qui était un film de science-fiction. Il m'a dit « Oui, je veux faire un film dans le futur ». Et on a passé des soirées folles à imaginer ce que pourrait être la musique du futur. Et puis on est rentré de vacances, plus de nouvelles. Bon, c'est pas grave. Et 6 mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. Oui, tu te rappelles, c'est Cédric Clapiche. Oui, ça y est, j'ai les budgets pour mon film. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Donc ça a commencé comme ça. J'étais conseiller sur le film, dans Peut-être. Pour ceux qui l'ont vu, il y a beaucoup de scènes de fête. Donc d'abord, on a fait les scènes de fête et tout ça. Puis à un moment donné, il y avait une scène qui se passait dans le futur. Et je lui ai dit, tiens, c'est bête. Il y avait un groupe de balles qui devait jouer. Je lui ai dit, on devrait prendre une légende du XXe siècle. Tu vois, genre, il me dit, mais genre quoi? Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, genre Screaming Jay Hawkins, un type comme ça. Il me dit, oh, génial, quelle idée. Donc voilà, on a cherché à retrouver Screaming Jay Hawkins. On a cherché à envoyer des gens à Los Angeles pour retrouver Screaming Jay Hawkins qui habitait à l'époque à Levallois-Perret. Je me rappelle, de Los Angeles, les gens au téléphone nous disaient, He's in Levallois-Perret, Levallois-Perret. It's going to be easy for you. Et nous, on ne comprenait pas quoi. Donc un jour, on a été à Levallois-Perret, on a sonné dans une maison et Screaming Jay Hawkins a ouvert. Oui, on veut faire un film avec vous. Voilà, ça s'est passé comme ça. On a fait un morceau. Je suis reparti j'avais été avec le producteur voir Screaming Jay Hawkins. On est reparti en voiture et le producteur m'a dit, bon, moi je paye Screaming Jay Hawkins, mais j'ai pas d'argent pour la musique. Donc tu te démerdes, tu me fais un morceau pour demain. J'étais là, il y avait le tournage pour le lendemain, donc on avait nos sampleurs, nos trucs, donc... alors, je vais le dire aujourd'hui, il y a prescription, mais je suis rentré chez moi, je ne savais pas comment faire. J'étais avec un copain doctorel, un producteur. On a allumé la télé et il y avait Conversation secrète qui passait à la télé. Et tout d'un coup, il y a un espèce de thème au piano. On entend un bout de thème au piano. On se dit, waouh, c'est dingue ce truc.
Donc on regarde le film, on attend, et puis tout d'un coup, ce petit piano vient, et c'est pas le thème principal, c'est genre juste une petite virgule avant le thème principal. Et on a samplé ça, on a mis ça dans notre sampleur, on a commencé à faire des paroles en disant il fallait écrire une chanson pour Screaming Jay Hawkins, donc on a écrit une chanson, I didn't mean maybe when I say baby. Bon, c'était ma première chanson, c'était pas fantastique. Et puis le lendemain, voilà, on y a été, on l'a fait. J'ai donné les paroles à Screaming Jay Hawkins. Il m'a dit, je la chante comment? Je lui dis, comme tu veux. Il m'a dit, non, non, mais je la chante comment? Je lui dis, à la Screaming Jay Hawkins. Il me dit, mais c'est comment à la Screaming Jay Hawkins? Je lui dis, mais écoute, moi, je sais pas chanter. Alors, il me dit, mais c'est toi qui l'as écrit, la chanson. Alors, tu la chantes. Alors, je suis là, mais, maybe. Et puis, il me dit, tu veux que je la chante comme ça? Je dis, ah, non, non, je veux pas. Alors, tu veux que je la chante comment? Avec ding, 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 dans 3 minutes, c'est la scène. Donc, le gros coup de pression. Et donc, à un moment donné, je suis obligé de me lâcher, de faire. Et il me dit, ah bah génial, ok, je la chante comme ça. Il a chanté. Il a improvisé toutes les paroles. Il n'a pas fait une parole de ce que j'avais écrit. Il a improvisé totalement dans le truc. Donc à la fin, je vais le voir. Je lui dis wow, merci, c'était génial et tout. Puis je lui dis c'est ta chanson maintenant, c'est toi le parolier. Il me regarde, il me fait j'ai 75 ans, mec. C'est ta chanson, elle est super. Je veux rien là-dessus. Respect à Screaming Jay Hawkins. Ouais, dans ton parcours avec Clapiche, il y a quelque chose qui moi m'a marqué, qu'on peut écouter maintenant, qui est l'auberge espagnole. Si tu peux mettre Julien. C'est plutôt les poupées russes que l'auberge espagnole. Mais justement, c'est une idée que je voulais voir avec toi, et notamment parce que dans l'actualité va sortir Salade grecque. Est-ce que tu considères la musique de l'auberge espagnole, poupées russes, casse-tête chinois, salade grecque comme une continuité ou au contraire? Non, complètement comme une continuité. On l'a fait pour. Alors, en même temps, là, on est 10 ans ou 15 ans après le dernier projet, mais il fallait que ça soit cohérent, que ça soit l'univers clapichien quelque part. Après, Clapiche, il a des références aussi très 90s, des années 90, dans les beats ou ce qu'il aime bien, le big beat ou le R&B ou le trip-hop de l'époque. Et il fallait arriver à être contemporain avec ça. Donc c'était un vrai enjeu et difficile. Et j'en sais rien, vous me direz l'année prochaine, mais je pense que sur ce coup-là, on a réussi. Est-ce que tu considères que la musique, elle évolue en parallèle des personnages principaux de la série? C'est un personnage à part entière de cette série de films et de séries à venir? Alors, on en parlait ce matin aussi ensemble. Moi, je ne crois plus au thème par personnage. C'est un espèce de fantasme de débutant du cinéma de venir te dire « Oui, moi, je voudrais un thème par personnage ». Non, on fait des thèmes par émotion, pas par personnage. D'abord, dans un film, on n'a pas le temps. Quand on veut faire un thème par personnage, on dit toujours oui, un par personnage, puis à la fin, il apparaît une fois et demie, donc ça sert à rien. Dans une série, par contre, là, tu peux décliner, tu peux te faire plaisir. Donc, d'avoir des thèmes par émotion ou par intention, c'est beaucoup plus fort parce que tu peux les lier. Il y a plusieurs personnages ont les mêmes émotions, et toi, tu vas pouvoir décliner ton thème en fonction du personnage. D'accord. Donc, ce travail-là, comme le disait aussi tout à l'heure Élise, il y a énormément d'arrangements. La science de la musique de film et de la musique à l'image, je pense qu'en dehors de l'inspiration et de la qualité de la composition, c'est la capacité d'arrangement. Nous, on n'est pas dans une structure comme une chanson, couplet, refrain, pont, couplet, refrain. Non, on doit complètement inventer des chemins en fonction de ce qui se passe à l'écran. Donc on a énormément de liberté, mais il faut aussi énormément d'imagination, parce que tout d'un coup, ça nous oblige à sortir de la régularité du rythme, de faire quelque chose qui est amusical et de l'intégrer à l'intérieur, parce que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qui est intéressant. Bon, tu as été hyper cool et on te remercie parce que tu nous as permis, on va écouter là, en avant-première, le générique de Salade grecque. Est-ce que, Julien, tu peux mettre le générique de Salade grecque ? La Grèce est un pays qui me tient tout particulièrement à cœur et on en a parlé en préparant cette intervention. Qu'est-ce que tu as fait pour t'adapter 10-15 ans plus tard à cette histoire qui se passe à Athènes ?
Pour le générique, c'était assez simple. Cédric, il voulait que ça soit qu'il y ait un cliché de Grèce, vraiment un cliché de Grèce, mais en même temps que ça soit hyper contemporain. Donc ça soit pas la Grèce à laquelle on s'attend. Et la Grèce avec des gros beats comme ça et des infrabasses, le bouzouki des infrabasses, c'est voilà, c'est une évidence. C'est-à-dire que tout fonctionne très bien ensemble et on a réussi plein de ce genre de mélange dans la série, mais avant de le faire, on n'en est pas certain. Donc là, il voulait vraiment donner cette couleur-là tout de suite et il y avait moins d'intention que dans 10%, où on avait mis beaucoup d'éléments et beaucoup de recherches. Là, c'était vraiment ça. Il fallait tout de suite que ça soit grec urbaine, quelque part. Grèce urbaine. Tu m'as dit que tu as passé du temps à Athènes et que tu as acheté des vinyles, mais que tu savais pas lire la langue, donc tu savais pas ce que tu achetais exactement, c'est ça? Alors, en fait, je fais souvent comme ça, et quand on a la chance de travailler plusieurs fois avec un réalisateur, donc dès que je fais un projet avec Clapiche, il va m'envoyer dans le pays, en l'occurrence, où va se tourner le projet, quel qu'il soit. Et je vais aller pendant une dizaine de jours en repérage sur l'endroit. Donc moi en général je vais faire tous les magasins de disques, voilà, chercher c'était quoi la musique de cet endroit dans les années 60, 70, 80, 90 petit à petit. Donc effectivement à Athènes tout est écrit en cyrillique, donc c'est un peu déstabilisant au début. Les magasins de disques en général il y a un snobisme très particulier pour les amateurs de vinyle. Quand on rentre dans un magasin de disques, il faut gagner le droit que le vendeur t'aide quelque part. Par défaut, tu es toujours pris pour un bouffon. Donc il faut faire ses preuves avec des questions intelligentes, après se mettre le mec dans la poche et après il t'aide et commence à sortir des trucs. C'est les mêmes que quand tu vas acheter des instruments de musique, c'est un peu pareil. Il faut démontrer que tu sais jouer, un peu. Mais je pense que l'inspiration, elle a besoin de se nourrir de ce genre de trucs. Donc après, les gens, quand on entend la musique de Salagrèce, on ne se rend pas compte. Je suis pas un spécialiste, mais je suis revenu d'Athènes avec 70 vinyles quand même à l'époque. Donc maintenant, le jazz grec, la fusion grecque, le début de la new wave grecque, tout ça, je connais bien et ça a nourri mon travail quelque part. Bon, super cool. Merci beaucoup, Loïc. Huel, ce qui est hyper intéressant dans ton parcours à toi, et peut-être tu peux nous le raconter, c'est notamment ta culture à toi qui est presque plus anglo-saxonne que française. Tu peux nous raconter comment t'es arrivé à ce métier-là? Oui, moi je suis rentrée en France il y a 6-7 ans à peu près. Mon père il est américain, il est du Mississippi, et moi j'ai fait Los Angeles, Boston, beaucoup New York, et même aujourd'hui je travaille plus avec les Anglais et les Allemands que les Français. Là je commence à travailler beaucoup avec les Américains aussi, ce qui me fait plaisir parce que c'est mon pays que je chéris. Donc voilà, moi je suis rentrée en France parce que c'était plus un choix de cœur. Je préfère l'art de vivre à la française qui est plus tranquille, plus détendu. Et après j'ai commencé à faire de la musique. J'étais plus dans l'orchestration et beaucoup dans la direction orchestrale et les arrangements. Après j'ai commencé à faire de plus en plus de prod, à acheter beaucoup de synthétiseurs en 4 fois sans frais. Mon banquier m'adore. Et après, j'ai commencé à faire de la musique de film en France, pour le coup. C'était en France que ça a commencé. Et après, j'ai commencé à travailler avec l'orchestre qui, pour moi, est le meilleur en Angleterre, qui est le London Contemporary Orchestra, qui d'ailleurs a gagné l'Oscar de la meilleure musique de film cette année. Donc c'était super cool qu'il le gagne, surtout que l'orchestration, c'était un chef de chez nous qui l'a faite. Et voilà, donc j'ai toujours ces deux pieds avec ces deux cultures. Ce qu'on disait aussi par rapport au rapport à la musique et à l'image, c'est vrai que du point de vue anglais et américain, c'est un métier qui est beaucoup plus respecté qu'en France. Enfin, ça, c'est une réalité et je le sens. Et comme Loïc disait, les budgets, oui, ça n'a rien à voir en fait. Et on va vraiment plus chercher à trouver le truc qui va rendre sa musique spéciale, quoi. Et parmi les différences dans l'approche artistique, tu sens des choses très très différentes aussi? Oui, bah, y a des choses différentes. Après, rien que le fonctionnement des recordings, avec l'orchestre à Londres, on est habitué à enregistrer des trucs un peu chelous, quoi. Et les musiciens ont l'habitude de le faire, quoi. Enfin, c'est pas rare de faire une session où, je sais pas, on va avoir un piano qui est là, c'est le piano, the broken piano qu'on a complètement cassé. Et en fait, on prend des trucs bizarres, des scies retournés, et on l'enregistre ça dans un studio magnifique. C'est trop bien, on fait beaucoup d'expérimentation, quoi. Tu as une vraie spécialité, peut-être qu'elle n'est pas si facile que ça
à expliquer, enfin en tout cas peut-être que tout le monde ne connaît pas exactement ça, tu es très connu pour tes arrangements. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce métier-là dans toute la chaîne de production? Alors, dans ce qui concerne la musique à l'image, je pense qu'on parle plus d'orchestration pour le coup, qui est vraiment un métier hyper important et c'est très cool quand on est compositeur et qu'on peut le faire. Et après, le métier d'orchestrateur en soi, c'est hyper passionnant. C'est surtout aujourd'hui, on a une ère où on crée des démos de films avec des instruments logiciels et on appuie vraiment sur un bouton et on a tout un orchestre symphonique qui sonne. Donc on fait la musique de son film, tout est magnifique, ça sonne énorme et tout. Mais après, en studio, il faut faire les partitions en fait pour 50, 60 personnes. Et l'orchestrateur, il va récupérer la bande démo du compositeur, il va tout écouter et il va dire ok, donc ça va être 3 flûtes, ça va être 4 violons, ça va être des timbales, là on va plus faire des cordes graves, etc. Donc c'est un métier qui est vraiment super important et il y a certains cas où l'orchestrateur va carrément donner la couleur du film. Par exemple, je parlais du LCO qui avec la musique du film All Quiet on the Western Front et l'orchestrateur qui l'a fait, il est connu pour avoir une touche très contemporaine. Et ça s'entend en fait, c'est qu'il a vraiment donné ce son quoi. Et ça arrive souvent que le compositeur en tant que tel ait pas de notion d'orchestration? Franchement, ça dépend. Parfois, on a affaire à des compositeurs qui sont très très forts en orchestration, et parfois, on a affaire à des compositeurs qui savent pas faire en fait. Et l'un ou l'autre, c'est bien. Et toi, tu as beaucoup d'échanges avec eux du coup sur la couleur parce que ça change quand même un peu la couleur quand on passe. En fait. Je parle encore de cette histoire de librairie musicale et de plugin, mais la plupart du temps, le compositeur, il veut que ça sonne comme son plugin, quoi. C'est assez simple, quoi. Et si ça sonne pas comme son plugin, il va pas être content, sauf si on lui dit qu'il y a une raison très spécifique pour laquelle ça ne pourra pas sonner, parce que c'est impossible. Parfois, il y a des choses qui sont pas jouables, sauf si on fait des édits de l'espace, mais moi, je préfère éviter ça au maximum. Donc ouais, c'est un métier très 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 important. Et tu dirais qu'on va plus souvent enregistrer des orchestres quand il s'agit de l'Angleterre ou des États-Unis qu'en France? Moi, de l'expérience que j'ai, oui, j'ai l'impression. Hein. Enfin, avec le LCO, on n'a jamais autant travaillé qu'avec. On parlait des plateformes, comment ça a changé, mais ça apporte tellement de travail. Enfin, l'orchestration, c'est un métier qui est en train de renaître. Hein. Vraiment, il y a des gens qui font carrière en étant que orchestrateur, alors que ça existe. C'était un peu un truc qui se perdait, quoi. Et Élise, toi, tu as ce sentiment-là qu'il y a un retour de l'orchestrateur, ou alors c'est plus anglo-saxon que français? Alors, moi, j'ai toujours travaillé avec des orchestrateurs, souvent parce que ça se fait à l'orchestre. Moi, j'aurais plus tendance à dire que comme justement, il n'y a plus les budgets du milieu dont parlait Loïc, c'est que maintenant, les gars, on garde les plugins à la maison et parfois, on sort des films avec qui n'est pas passé par la case d'enregistrement. Et un peu ce que tu as eu sur 10% avec les cordes, ça, c'est dommage. L'orchestrateur, c'est clé. Il y a des orchestrateurs anglais notamment c'est des stars. Craig Armstrong a commencé en étant orchestrateur en fait. C'est comment on répartit la musique à l'orchestre et quelle couleur on lui donne. Un orchestrateur peut complètement changer la musique du compositeur, tout en n'ayant utilisé que le même outil, quoi. Mais voilà, donc oui, c'est clé. Moi, je travaille très régulièrement avec des orchestrateurs. UL, toi, dans ton parcours, tu as des modèles, des inspirations, des gens dont tu dis, tu suis, tu essaies d'être dans leur pas Oui, carrément. Je suis très très fan du travail de Johnny Greenwood, qui je trouve a fait des trucs incroyables. Je trouve que Mika Levy a vraiment changé le game de beaucoup de manières avec Under the Skin. Enfin, beaucoup de gens la copient en fait maintenant, mais c'est bien. Et Hilda Gueniatu de Tir, bien sûr, super forte, quoi. Moi, j'aime bien tous ces compositeurs qui, à côté, font de la musique pour eux, je trouve, qui tentent des choses, en fait. Et après, ça devient des standards. Je trouve que c'est super, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu, donc tu as fait pas mal de films d'animation, est-ce que l'expérience que tu as en orchestration est quelque chose de fondamental en animation, ou alors c'est complètement différent? En fait, je sais pas, c'est différent. Déjà en animation, moi j'ai que fait du court et du moyen métrage. Je crie sur tous les toits que je veux faire un long métrage. C'est l'occasion. Hein. Ouais, non, mais après c'est long, hein. L'animation c'est très très long à mettre en place. Mais moi, de l'expérience que j'ai de la musique que j'ai écrite, il y a que vraiment un seul film où il y avait vraiment une grosse orchestration à faire. C'était le film d'Aïssa Maïga, où on a engagé toutes les flûtes de Belgique. On en avait 8 ou 9, mais c'était trop beau.
je connais toutes les flûtistes de Belgique maintenant. Et tous les autres films que j'ai faits, il n'y avait pas d'orchestration. C'était synthétiseur. Un autre film, c'était étrange, mais c'était très fun à faire. Des bruits de digestion, tout ça. Vraiment. Alors, ici, on a plusieurs sons que tu as fait. Julien, est-ce que tu peux mettre Glycon ou Glycon? J'ai un doute sur comment on le prononce. Glycon. Glycon. Alors, je remets juste dans le contexte. Ça, c'était, j'avais fait du développement d'outils d'intelligence artificielle avec Sony. Et en fait, on a composé ça avec des intelligences artificielles qui ont créé la structure du morceau et qui ont créé la structure du morceau. Et on voulait faire la BO d'un jeu vidéo imaginaire, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux mettre, Julien, est-ce que tu travailles beaucoup avec l'intelligence artificielle? Parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup en ce moment, que ça va arriver dans la musique, que c'est déjà là, que c'est... Bah, moi, j'ai fait 1 an de recherche. Ouais. Donc c'était trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré travailler avec des ingénieurs. J'adore le côté tech, scientifique. D'ailleurs, là, on voulait faire un peu une BO genre PS1. C'était drôle à faire. Et oui, moi, j'ai bien aimé. Après, moi, j'ai un regard... ça a vachement changé mon regard dessus, où je m'imaginais un peu un Terminator qui créait des morceaux et qui enlevait le travail à tous les compositeurs. Et au final, c'était pas vraiment ça. Enfin, je pense que c'est un peu... l'intelligence artificielle, si on lui dit pas quoi faire, elle va rien faire, en fait. Donc, il faut vraiment travailler... La technologie, elle n'est pas encore au point. Enfin, franchement, moi, ça marchait pas trop quand je l'ai fait. Je vais pas mentir. Mais je trouve que c'est intéressant et ça va sûrement ouvrir des perspectives à l'avenir. Hein. Il y a une vidéo hyper intéressante d'un chef d'orchestre-compositeur qui s'appelle Leonard Bernstein, qui montrait les premiers Moog. Et à l'époque, les premiers synthétiseurs, les musiciens d'orchestre disaient que ça allait les remplacer. Et clairement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Quelle opinion vous avez, vous, de l'intelligence artificielle dans la musique, Pierre ou Loïc? Moi, je trouve que c'est super intéressant. Pour des gens autodidactes comme moi, c'est assez fantastique. Il y a un logiciel, par exemple, qui s'appelle Scaler 2. Et Scaler 2, si on peut comprendre comment marche la musique, le fonctionnement, le fait qu'il y ait des gammes, qu'il y ait des accords, ce genre de choses, sans être capable de mettre des noms dessus ou de savoir comment ça se passe. Et Scaler 2 te permet d'avoir à ta disposition tous les accords pratiquement possibles. Et quand tu vas avoir une espèce d'idée, tu vas commencer à mettre des accords, il va te suggérer, il va te dire « mais regarde, ça aussi c'est possible, ça aussi c'est possible ». Et en fait, en fonction de ta culture, parce qu'il n'y a que la culture qui détermine notre savoir, en fonction de ta culture, tu vas te dire, bah, moi je suis capable d'aller à un mineur 7, mineur 9, et puis j'en connais pas plus. Sauf que là, ça va te proposer des accords complètement incroyables, qui sortent des normes et qui, toi, vont te parler. Donc ça, ce genre de truc, c'est une démocratisation du savoir, quelque part, qui rend accessible. Alors, comme elle le disait, ça ne fait pas de la musique tout seul. Il ne faut pas croire ça. Mais ça m'amène mécaniquement un savoir et des outils auxquels je n'avais pas accès avant et qui font que je pense que mes compositions vont s'améliorer si je continue à en faire. Pierre, toi, tu as déjà eu de l'expérience avec... Pas du tout. J'avoue que j'y connais absolument rien. Mais par contre, et finalement, c'est une forme d'intelligence artificielle, c'est plus le côté random, aléatoire de certains instruments, des arpégiateurs qu'on peut utiliser ou de certains trucs sur les synthés modulaires et tout, où en fait, on laisse presque l'instrument un peu jouer tout seul et créer ses boucles un peu aléatoires et puis ça crée des accidents en fait. C'est plus ça que j'ai pu parfois chercher. Donc ça peut se recouper un petit peu aussi. Ouais, c'est des outils de plus en réalité qui seront à dispo. Ça va pas forcément faire disparaître les compositeurs et... non, je crois pas. Non, moi non plus. Non, je pense pas. Parmi ce que tu nous as proposé d'écouter, UL, il y a Blood Right, si on le dit bien. Oui, ça c'est la fameuse BO où on a enregistré des bruits de digestion. Alors, du coup, je voulais parce que en l'écoutant, je me suis dit, c'est quoi en fait derrière qu'on entend? Donc c'est des bruits de digestion. Ouais, traité. Est-ce que Julien, tu peux mettre un peu et tu nous racontes comment t'as fait ça?
Bon, c'est une digestion atypique, mais Non, après, c'est pas sur ce morceau, c'est pas sur cette cue-là qu'on l'a utilisé. Bah, ça, c'est une série, c'est un court-métrage anglais qui, là, va sûrement devenir une série avec la BBC, donc on est content. C'est sur des cannibales qui sont lâchés dans la campagne anglaise. Et il y avait un morceau, mais c'est pas celui-là en particulier, où on voulait avoir un tapis qui évoque le fait de digérer un être humain après une scène de cannibalisme. Et du coup, j'étais allée à mon kebab préféré à Vitry. J'avais pris un gros kebab. Et après, je m'étais assis devant mon ordi. J'avais pris 2 micros statiques. J'avais juste attendu. Après, j'ai pris ça, je l'ai mis dans la session. Je l'ai dépitché. J'ai mis du délai de la reverb. Ça marchait trop bien. C'était charmé. l'idée de ce soir, c'était de voir l'envers du décor. Là, je pense qu'on est, on est bien dedans, ouais. Donc c'est cool. Pierre, toi, du coup, tu as un parcours au départ de musicien, de DJ et de compositeur avant d'arriver à la musique et l'image, ce que tu nous racontais tout à l'heure. Ouais, bah en fait, je suis un peu le mélange des deux Ouais. et en moins bien. Enfin, moi, c'est un peu comme eux, mais la moitié. C'est-à-dire que j'ai une formation classique comme Well, mais beaucoup moins poussée. Et puis après, une fois que j'ai fini que j'ai pas fini, parce que je suis pas fini, que j'ai quitté le conservatoire, j'ai découvert la techno et j'ai eu envie de casser tout ça et juste d'avoir des sampleurs, des synthés et des ordis et de voir comment ça marchait en essayant d'oublier au maximum les gammes, les trucs et tout et d'arriver à faire juste un morceau sur une note. Parce que ouais, t'as été connu d'abord, notamment pour tout ce que tu fais en électro. Oui. Ouais. Et il y a eu pas mal de musique de pub aussi. Moi, j'ai aussi. Non, les musiques de pub, c'est des synchros. Hein. Ouais. C'est pas de la compo. Mais ça a contribué à te donner envie d'aller jusqu'à l'image ou pas spécialement la publicité? Non, pas plus que ça. Non. non. Enfin non, mais c'est pas pour cracher dans la soupe, mais en vrai, la pub, c'est dur, quoi. Enfin, c'est pas que c'est dur, mais c'est Comment je me sors de ça, putain. Non, mais voilà, c'est bien quand c'est une synchro, parce qu'être compositeur pour la pub, c'est un vrai sacerdoce, quoi. Ouais, je sais bien, ouais. Et c'est des fois aussi, avoir en face de soi des gens qui sont pas très très bienveillants quand même souvent dans les agences. Autant on dit ça peut être compliqué dans l'industrie du cinéma, il y a des moments tendus, il y a évidemment des conflits, des conflits c'est un grand mot et tout ça, mais on s'adresse à des gens qui ont quand même un peu de respect du travail qu'on leur propose et le respect est mutuel, hein, évidemment. Dans la publicité c'est différent. Je crois qu'on partage ce point de vue avec Élise. Donc toi, ce qui a changé, c'est notamment avec Valérie Donzelli, c'était ton premier projet, tu disais tout à l'heure. Alors, c'est pas tout à fait le premier, mais oui, en gros, oui. Ouais, c'est celui qui t'a notamment mis en avant. Qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, là, à ce moment-là, tu reviens à ton parcours de départ et plutôt à ce que tu as appris au conservatoire à ce moment-là, ou tu... Ben, pour le coup, c'est un hasard, parce que sur la BO, on avait travaillé sur le scénario. Et en fait, Valérie voulait justement plutôt une pop un peu électronique qui aille un peu en décalage des images et du propos du film, qui est un film d'époque, avec quelques anachronismes, mais qui est quand même un film d'époque. Et donc j'avais commencé à faire des thèmes électroniques, bricolage, comme d'habitude. Et en fait, quand on a commencé à confronter la musique aux images, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que ni l'anachronisme marchait pas, enfin ça rendait pas en fait. Et donc on s'est dit il faut aller vers une musique baroque orchestrale. Et là j'ai pas eu de nouvelles pendant 10 jours. Donc le producteur voulait me jeter du film, clairement parce que j'avais jamais fait ça. Enfin j'avais jamais fait ça pour un film. Et Valérie et Jérémy Elkaïm, qui est toujours un peu son génie de l'ombre, et qui lui avait vachement suivi mon travail et disait mais si, il peut le faire, et lui, laissez-le essayer, tu vois, au moins. Et les producteurs s'en foutaient complètement, genre non, on va prendre un mec dont c'est le métier. Et finalement, ils ont réussi quand même à gagner la bataille. Et au bout de 10 jours, ils m'ont dit bon on y va, vas-y, fais de l'orchestral. Alors j'étais là, ouais, cool, mais bien. Alors moi, pour le coup, j'ai écrit avec des accords et tout, mais j'ai travaillé avec un orchestrateur qui a sorti les partitions. Alors on l'a fait tous les deux, parce que je savais quand même comment je voulais diviser l'orchestre, mais c'est lui qui l'a dirigé. Ça, moi, je sais pas faire du tout. Et
je connais un peu l'histoire, mais Élise, est-ce que tu peux raconter comment toi, tu as eu envie de travailler avec Pierre et on va parler après de En Thérapie. Moi, je la connais pas, l'histoire. Il le sait pas. Ah, il le sait pas. Est-ce que j'ai fait une gaffe d'en Non, parler? en fait, non, j'ai adoré. C'est mon métier, c'est d'écouter ce que font les compositeurs et de chercher un peu ce qui se fait. Et j'ai adoré, mais vraiment littéralement adoré la musique que tu avais fait, je te le dis maintenant, Ah bon pour le Petit Grégory, le documentaire, le docu-fiction. C'était un docu-fiction, hein. Non, docu. Non, c'est un docu. Et j'avais adoré ce thème. Et puis, donc, moi, j'avais déjà fait 2 films avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Et ils cherchaient... C'était le début des séries. Vraiment, enfin, c'était le début pour moi des séries. Je crois que c'est même la première série sur laquelle on m'avait appelé. Et Eric et Olivier cherchaient des compositeurs. Et eux-mêmes n'ont pas l'habitude de travailler avec des compositeurs de musique à l'image. Donc c'était un peu dur, j'avais peur de me faire jeter. Je me suis dit, je vais faire une playlist, mais je suis pas sûre que ça passe. Et puis j'ai fait une playlist avec plusieurs profils. Et je leur ai dit, vraiment écoutez ce que fait Yuxek, parce que c'est vraiment bien. Et j'avais mis la musique du Petit Grégory. Et puis ils ont réfléchi, puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je veux bien que tu le contactes. Je crois qu'on avait ouvert une petite compète, parce que ça aussi, c'est un peu le mal du XXe siècle, du XXIe siècle, c'est que quand on n'est pas sûr de notre coup et que les réalisateurs ne savent pas vraiment, on ouvre une compète. C'est-à-dire qu'on donne à 2-3 compositeurs la même séquence et on leur dit, vas-y, dis-moi ce que tu ferais là-dessus. Et donc, ils nous font une proposition. Et Pierre l'a brillamment gagné. Alors, voilà. tu vas nous raconter comment tu as fait ça, mais on va l'écouter. Est-ce que Julien, tu peux mettre la musique d'En Thérapie? Je pense que je suis pas le seul ici à avoir été scotché par cette musique. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à cette composition-là? Oui, comme tu dis, c'était une compète. C'est la première fois et c'est la seule fois en fait où j'ai fait ça. Et puis, par contre, contrairement à ce que tu dis, il n'y avait pas d'image. Il n'y avait rien du tout en fait. Il y avait juste, il n'y avait pas d'image, pas de scénar, il n'y avait même pas de brief. Parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient en fait. Et il y avait juste 2 fois la série israélienne et la série anglaise. Ouais. Donc on savait quand même de quoi ça parlait. Et moi, compète pour Toledano et Nakache, au moment où j'en étais dans ma carrière, c'était perdu d'avance, clairement. Donc oui. Oui. Enfin, ça n'avait aucun sens qu'ils fassent appel à moi. Enfin, c'était juste improbable. Donc c'était complètement détendu en fait. C'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé. C'est que je me suis dit, je pars de toute façon ultra, comment dit-on, oui, perdant, mais enfin, sans pression quoi. J'ai essayé de trouver outsider quoi. Ouais. Et donc j'ai fait ça et je me suis mis juste j'avais regardé la version anglaise et j'ai juste eu l'idée en fait de 3 auteurs, enfin d'un truc très métronomique sur les graves du piano. Enfin, en fait, c'est l'idée de la séance de psy, en fait. C'est qu'il y a le psy, son patient, et puis il y a le non-dit, tout ce qui tourne dans la tête de... Alors, c'est pas pour faire genre, je conceptualise de ouf, mais en vrai, Non, mais ouais. sur ce générique-là, je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose où je réfléchis un peu avant à... Donc, il y a un piano un peu obsessionnel qui peut être... ce qui tourne dans la tête et ce qui rend un peu fou et ce qui pousse des gens à aller chez le psy, je pense, parfois, l'obsession. Et puis il y a ce qu'on dit, qui n'est qu'une petite partie de ce qu'on pense. Et puis il y a le psy qui est censé être un peu le métronome, quoi. Et il y a une particularité dans cette bande-son, c'est que c'est pas que le générique, puisque c'est aussi présent, c'est un personnage à part entière. Enfin, mais justement, c'est ce 3e personnage, la musique. C'est-à-dire que c'est pas, il vient pas forcément souligner un mot que quelqu'un dit et tout, mais au contraire dire tiens là, il y a un truc bizarre quoi. Enfin, c'est-à-dire il y a un truc bizarre dans ce que dit un
des patients, dans ce que lui répond le psy, ou un truc qui se passe, un non-dit. Enfin, la musique, elle vient justement plus dans les interstices, dans le non-dit. Ouais. Et Elise, dès le départ, il y a l'idée que on va décliner le générique au cœur des scènes, ou pas forcément? Et là, c'est dur parce que je vais vous dire la vérité de ce qui s'est passé pour moi sur cette série, c'est que on a commencé la série, 15 jours après, on était confinés. Donc, j'ai un peu laissé Pierre travailler tout seul avec les réals. Donc, c'est lui qui va en parler. Et puis là, il était tellement doué, tellement fort, que il n'avait pas besoin de moi. Et j'avais pas d'appel d'urgence de réal ou de producteur qui me disait c'est la cata, faut que tu viennes nous sauver. Et en fait, donc ça s'est hyper bien passé. Donc je les ai vraiment laissés. Donc il va nous expliquer la structure de la musique. C'est pas sans doute pas unique, mais c'est assez atypique parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait que le générique était presque un objet en tant que tel, et puis après venait la narration, alors que là il y a presque une seule musique dans toute la série. Le seul truc que je peux dire, c'est que le générique a été la première musique qui a été faite sur la série. Que ça a été la pierre angulaire. En fait. Et qu'il est quasiment identique à la démo que j'ai envoyée pour la compète, en fait. Il n'y a rien de... Mais non, après, le truc... Enfin, je sais pas comment dire, mais parce que ça paraît ouf, énorme, en thérapie, Toledano et Nakache. Et en vrai, le truc qui est génial avec eux, c'est que ces deux mecs sont vraiment adorables, excessivement bienveillants et accessibles et tout, et s'entourent de gens qui sont comme eux, en fait. Donc, c'est-à-dire que les monteurs sont trop cool, tout le monde va vraiment dans le sens du... Ouais, Élise est trop cool. Non, mais vraiment, tout le monde va dans le sens du projet. Il y a pas... Et pour le coup, c'était un truc, il y avait 36 épisodes. Je sais pas combien de monteurs, eux qui supervisaient, c'était pour Arte, et ça aurait pu être un chaos monumental, comme on peut le voir sur d'autres projets. Et là, jusqu'au bout, c'était fluide. Les moments de pression qu'il peut y avoir, quand les réals ont un doute ou un truc, sont pas répercutés sur l'ensemble de l'équipe et mettent pas tout le monde dans le bad. Enfin, c'était juste hyper simple. Est-ce que tu bosses du coup sur les 36 épisodes? Non. Ou tu donnes après ta musique et il y a des gens qui vont monter pour avoir le... Ouais, en fait, c'était une bibliothèque un peu de plein d'éléments. Et puis après, au fur et à mesure, ils m'envoyaient des épisodes ou des scènes en me disant, voilà, on a posé ça, c'est à peu près ça, mais il faudrait que ce soit plus comme ceci, comme cela. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Mais c'est pas possible de bosser sur 36 épisodes. Est-ce que, un peu comme avec Loïc tout à l'heure, tu prends la dimension du succès que c'est en cours, ou pas du tout, tu t'attends pas à ça, parce que c'est une musique de série qui est devenue assez iconique? Bah ouais, c'est cool. Mais il y a deux trucs. On l'a sorti et il y a, j'ai regardé hier justement, il y a genre 400 000 écoutes sur Spotify sur le générique. Donc, c'est pas pour dire, mais c'est quand même un signe, parce que les musiques de films, moi, Marguerite et Julien, je pense que j'ai 1500 écoutes. Donc, bon, c'est pas parce que c'est pas forcément mieux, mais bref, c'est un truc que les gens se sont appropriés, je pense. Et puis, en vrai, on me parle que de ça. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un depuis 2 ans, on dit ah, tu fais ça, machin et tout, mais putain, en thérapie, trop bien. Donc c'est un signe aussi de ça. Donc moi, en vrai, je me rends pas trop compte, j'ai pas de recul sur cette musique. Et puis, et voilà, mais... Et du coup, sur ta carrière, il y a une sorte d'avant-après, parce que avant, tu étais aussi connu vachement pour ta dimension électro. Et là, mais alors, par contre, alors c'est un peu le souci, c'est que du coup, les gens sont assez monomaniaques sur les trucs, c'est que maintenant, on me demande de faire que du piano. D'accord. Alors, je suis devenu le Klederman 2023. Et c'était pas franchement un plan de carrière. Et donc, je refuse plein de trucs où on me dit genre, ouais, il nous faudrait un thème de piano alors en thérapie. Je suis là. Mais ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est que souvent, on nous demande de reproduire quelque chose qu'on a déjà fait. Ah oui. Et ça, franchement, moi, je déteste ça. Quand on vient en me disant, oui, mais regarde, tu as fait ça il y a 10 ans. Tu es là, oui, mais on l'a inventé à l'époque. Donc là, si tu aimes le fait qu'on a réussi à inventer ça, viens, on va inventer ensemble quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens qui sont incapables. Et nous demander de refaire quelque chose qu'on a déjà fait, c'est franchement très désagréable. Et puis, je pense que ce qu'on partage quand même, c'est d'aimer vraiment faire de la musique, mais pour de vrai, quoi. Et quand on est musicien et qu'on a envie de faire ça toute sa vie et qu'on fait déjà ça depuis une grande partie de sa vie, le pire, c'est de reproduire des recettes, en fait. Il n'y a rien de plus chiant, on veut juste fuir ça.
Et pourquoi on saute de faire de la musique pour soi, produire pour des autres, orchestrer, aller faire des films, une série, un documentaire. Ben, c'est juste pour être excité par les nouveaux projets. Donc si le premier brief, c'est genre, ça serait cool que tu fasses la même musique que ça, genre je veux même pas voir les images ni lire le scénario, c'est genre ciao quoi. Et Élise, ça t'arrive souvent, toi, qu'un producteur en réel te dise j'ai adoré la musique de tel film ou telle série, je voudrais faire un truc comme ça? Bah ouais, c'est l'enfer en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la période de moi je veux une BO à la Tarantino. Et là, tu es là, bah ok, alors montre-moi les images déjà, on va voir si ça y ressemble. Donc je veux, après là, récemment, il y a eu l'effet Kate Bush. Ouais, je veux ressortir un vieux titre comme ça, de derrière les fagots, un truc qu'on a oublié. Il y avait Drive. Drive, ça s'est Quand retrouvé. Drive s'est sorti, l'arpeggio. Donc, à un moment donné, pendant 4 ans, tous les compositeurs, dès qu'on faisait quelque chose et que ça plaisait pas, tu mettais un arpège, tout d'un coup, c'était super. Non, mais c'était une blague, c'était une vanne, à quel point tous, ils étaient syndromisés. Dès que ça n'allait pas, tu rajoutais des arpèges, tout le monde aimait bien. Drive, c'était dingue. Et puis, parfois, ce qui se passe, alors je pense que vous n'avez pas trop ça, mais pendant le montage, les monteurs, ils ont besoin de musique. Et des fois, le compositeur, il n'est pas prêt encore, la couleur n'est pas trouvée. Et parfois, on fait ce qu'on appelle un theme track. Ça veut dire qu'on met des bandes originales qui existent déjà sur le montage pour donner une direction musicale et pour donner du rythme. Voilà, ce qui permet au monteur de pouvoir monter en rythme musical. Et là, après, pour les compositeurs, c'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut remplacer le truc de Hans Zimmer qui s'est fait à 4 millions d'euros, quoi. Et nous, on a 20 000 balles pour le faire. Et on dit, ben non, mais il faut que ça sonne pareil. Et ça c'est un peu une sorte d'épine qu'on vous met dans le pied régulièrement, quoi. C'est même un cauchemar, Ouais. en général. Notamment, par exemple, les tubes. J'ai mis longtemps à arriver à le formuler et maintenant j'arrive à l'imposer en disant, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais pas des tubes. Pourquoi? Parce qu'un tube, c'est l'affect que tu as, Ben oui, bien la mémoire que tu Un as. inconscient collectif. Exactement. Donc nous, on ne peut pas faire des tubes a priori, ça n'existe pas. Et s'il s'agit de faire une démarque, c'est-à-dire une copie moins inspirée que le tube, il n'y a aucun intérêt quelque part. Et ça, c'est vraiment... Alors, du coup, est-ce qu'on va faire passer un micro? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro pas loin à faire passer, super. Alors, vous avez du temps pour poser des questions globales ou à chacun des intervenants qui sont là. On a une question là-bas, du coup. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais aborder un sujet qui n'a pas trop été abordé ni dans l'expo ni dans d'autres choses. On parle des génériques, mais il y a le générique principalement du début, mais il y a aussi le générique de fin. Et vous le disiez au début, du côté, le générique de début, ça nous emmène dans un univers, etc. Et je trouve que c'est aussi important la fin, parce que ça accompagne justement la sortie de cette série. Et par exemple, En thérapie, je trouve que ça marchait très bien, parce qu'il y avait ces premières notes qui nous indiquent que c'est la fin, mais en même temps, ça nous accompagne, etc. Et donc, je voulais savoir aussi quelle était votre démarche. Est-ce qu'il y a une réflexion que de générique de début qui après sera... amélioré, enfin pas amélioré, mais sera modifié pour faire la fin, ou est-ce que c'est une réflexion globale? C'est assez rare les génériques de fin. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on compose des musiques pour des fins d'épisodes, mais il n'y a pas forcément toujours de générique de fin en tant que tel. Ça va lancer la fin, ouais, c'est pas sur toutes les séries, mais ça arrive. En thérapie, Ouais, en ça l'occurrence, il y a existe quand même. Et souvent même, c'est parfois l'endroit où tu as le plus long morceau que tu peux faire. Oui, ça, c'est... Tu vois, là, sur Salade grecque, quand on sort la BO, il y a, sur 8 épisodes, il y a 7 génériques de fin, en fait. Parce que tout d'un coup, c'est des versions de 2 minutes. Alors que dans la série, c'est 30 secondes, 42 secondes, 52. C'est des formats très courts. Donc, par contre, sur 10%, on avait beaucoup travaillé sur les génériques de fin parce que c'était toujours le même thème, mais on faisait des arrangements différents à chaque fois. Et c'était quand même assez sophistiqué sur les arrangements, ils étaient assez fragiles. Et en France, j'ai pas eu tellement de retours en dehors du générique début. Par contre,
des États-Unis. J'ai reçu énormément de mails à l'époque, quand ça commençait à passer sur Netflix. Les compositeurs de Los Angeles, ils étaient là, mais comment vous avez fait On vous a laissé telle liberté, vous avez pu altérer la mélodie à ce moment-là et tout. C'est quel instrument? Donc le fait d'utiliser des instruments différents aussi et des timbres et tout, ça les interpellait vraiment, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que là, en ce moment, moi, je suis sur un long métrage pour une plateforme. Et donc, il y a 2 génériques de fin, parce qu'il est très long, parce qu'il y a tous les crédits. Et j'en suis à négocier avec la plateforme le moment où ils vont mettre le bouton skip, en leur disant mettez-le le plus tard possible parce qu'on a vraiment besoin d'entendre, elle est vraiment bien la chanson. Et je suis en train de négocier avec eux. Donc j'espère que j'aurai gain de cause, mais Mais c'est vrai que ce bouton skip, il est hyper violent pour les musiciens. C'est ne skipper jamais une série ou un laissez-nous aller jusqu'au bout, quoi. Mais justement, pour En Thérapie, ce qui était plutôt cool, c'est que c'est la seule plateforme qui n'a pas de bouton skip. Ouais. Donc tout le monde était captif de mon générique. Ça, c'est pas mal. C'est peut-être pour ça que les gens l'aiment, en fait. Ouais, et même il y avait, je suis d'accord avec toi, il y a un gimmick, une sorte, on comprend que c'est la fin de l'épisode grâce au piano dans les notes aiguës qui lance le truc. On dit ah ça y est, on arrive au, c'est des épisodes assez courts en plus en thérapie, donc on arrive ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle du trip postal? Soyez libres, hein, ils sont gentils. Cyril, quand même, une question. Ils sont gentils comme tout. Pardon, j'ai un ami ce soir dans la salle. Ouais. Et est-ce qu'il a une question, cet ami, qu'il a jamais osé poser à Pierre? T'es sous pression, là, faut que t'y ailles. Hein. Là, c'est le moment. Hein. Eh bien, merci, j'ai pas de questions. Bonsoir, moi je suis pas du tout du milieu, mais du coup j'ai juste pas très bien saisi. Élise, vous êtes du coup un pivot en fait entre les artistes et les projets, c'est ça? C'est un joli mot, tiens, un pivot pour ton métier. Ouais, ça fait un peu dentiste aussi, parce que... Moi, je pensais basket plutôt, tu vois, où j'étais plus sur Non, le mais sport. j'aime bien le mot pivot, tout va bien. Oui, c'est ça en fait. Moi, je suis une sorte de relais, d'interface, on va dire, entre le producteur, le réalisateur et le compositeur. Je vais, pour le producteur, faire en sorte que son réalisateur ne l'appelle pas en disant qu'il n'est pas content. Sur la musique, hein, parce que je ne m'occupe pas des décors ni rien, je laisse ça aux autres, mais je vais gérer pour lui tout ce qui est contractuel et financier, c'est-à-dire que lui va me donner une enveloppe et moi, voilà, il faut que j'aille les voir en disant bah, non, on n'a pas l'argent, est-ce que tu peux faire un effort, voilà. Et après, je vais faire en sorte que, je fais attention à ce que le réalisateur et le compositeur se comprennent. C'est pas toujours heureux. Et voilà, donc parfois je fais de la traduction aussi, traduction musicale. Moi j'ai une formation de musicienne, mais qui n'est pas obligatoire pour faire mon métier. Hein. Mais en tout cas, moi c'est ma formation. Et voilà. Ouais, pour bien connaître Élise, c'est vraiment à la croisée du droit, vraiment, de la musique. Il y a une dimension très protectrice, moi je le dis d'un œil extérieur parce que je la vois tous les jours, il y a une dimension très protectrice des compositeurs, parce qu'effectivement, si ils passaient leur journée entière à discuter en direct tout le temps avec les réalisateurs, parfois ça serait compliqué. Oui, et enfin, c'est un métier qui est, pour donner une idée d'à quel point c'est important. Moi, le dernier long métrage que j'ai fait, je n'ai parlé que avec la superviseuse musique. J'ai jamais parlé avec la réalisatrice. On a fait un Skype et puis après, pendant 3 mois, tout s'est fait avec la superviseure musique. Parce que parfois, d'expérience, on sait très bien que les réalisateurs, pour les raisons que j'expliquais au début, c'est que c'est tellement compliqué pour eux la musique, c'est tellement compliqué d'en parler, que parfois je vois bien qu'ils arrivent à me perdre les compositeurs, à leur dire des trucs qui les fait partir dans une direction, alors que c'est pas du tout là-dedans que le réalisateur veut qu'on aille. Donc voilà, j'essaye de canaliser. Parfois j'y arrive pas. Voilà. Et Loïc, par exemple, quand on a une relation aussi longue avec un réal comme Clapiche, est-ce que du coup il n'y a pas besoin de l'intermédiaire, ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même ce besoin-là? Ah non, là, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. C'est privilégié. D'ailleurs, même l'intermédiaire, il disparaît, il se fait discret. Il y a toujours un superviseur musical sur les projets sur lesquels on travaille. Mais là, comme on a une histoire plus ancienne ensemble et tout ça, et en général,
même si c'est un nouveau qui arrive, il va se faire discret là-dessus en se disant bon, parfois on a la chance d'avoir une complicité comme ça. Cédric, il aime venir au studio, il aime venir quand on enregistre, qu'il se passe des trucs, se perdre un peu là-dedans. Ce qui est très marrant, c'est il va venir pendant 2-3 jours à fond la caisse, et puis tout d'un coup, il va disparaître pendant 3 semaines. Il va plus revenir. Et puis il va te laisser complètement en confiance, mais il va venir te donner des shoots d'intention comme ça, assez précis. Et ça, c'est vraiment chouette. Pierre, toi, ce métier-là, tu sens qu'il est indispensable dans ta relation avec les réalisateurs? Oui, mais non, enfin, oui. Oui. Surtout si c'est Élise Le Garn, j'imagine. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rôle, enfin, moi, en tout cas, dans mon expérience, du music supervisor, il est là quand il y a un problème, en fait. Enfin, et sinon, tout se passe C'est bien. sympa comme métier. On est là que quand Non, il y a mais de c'est la vrai. merde. Et un problème, mais Que ça quand peut il y a être... une merde, c'est pour nous. C'est allô. Non, mais c'est de, je sais pas, enfin là, on rentre dans le détail, mais c'est au-delà même du travail de compo. C'est un réalisateur qui veut une musique de David Bowie et un music supervisor qui va négocier pendant 6 mois avec tous les ayants droit, les éditeurs, les machins, qui va devoir présenter le script, qui va devoir, enfin, j'explique pas ton métier, hein, mais qui va devoir présenter la scène, même des fois, il demande à voir les images encore en validation, donc ça peut être annulé jusqu'au dernier moment, ça peut être négocié financièrement jusqu'au dernier moment, sur la durée, machin. Enfin, c'est gérer des galères, en gros. Ouais, parce que Et dans puis, ton métier, il n'y a pas que la musique à l'image, il y a aussi la synchro. Oui, nous, en tant que superviseurs musicaux, en France en tout cas, parce que c'est pas du tout pareil aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, c'est beaucoup plus compartimenté. Il y a celui qui va s'occuper d'acheter les droits des musiques existantes, celui qui va gérer d'amener le café au compo. Enfin, voilà, ça va être plein de postes différents. Nous, en France, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est garant que la musique à l'image, elle est artistiquement OK pour le réalisateur et pour le producteur, qu'elle est financièrement dans les clous et qu'elle est juridiquement sans problème. Voilà. Merci beaucoup. On a encore le temps. Ouais. Question. Ouais, moi j'ai une autre question aussi en fait concernant un point qu'on n'a pas encore abordé. Aujourd'hui, en fait, on est un peu dans une hyper-consommation des séries en comparaison en fait il y a quelques années. Bon, faute aux plateformes de streaming forcément aussi. Quelque chose en fait qui fonctionnait beaucoup dans les années 90, c'était notamment tout ce qui était jingle. Est-ce que ça c'est quelque chose en fait également sur lequel vous travaillez ou pas du tout? Alors, moi, oui. Jingle dans les séries ou à côté? Jingle globalement en fait, parce que là pour le coup on est sur une identité répétitive. D'accord. Sur Alors là, tu es un expert. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, il se trouve que maintenant, je fais des jingles. Je fais l'habillage de France Inter, en fait, depuis 2 ou 3 ans. Donc, c'était tout à fait nouveau quand ils sont venus m'approcher. J'étais très étonné en leur disant, mais attends, moi, j'ai jamais fait ça. Et ils nous ont dit, bah, justement, c'est ce qui nous intéresse. C'est parce qu'avec votre parcours, le mélange et comment vous avez évolué, on a l'impression que vous pouvez amener autre chose. Et effectivement, ce que j'expliquais au début, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport entre le générique de série et le jingle et l'habillage. Quand on dit l'identité d'une série qui doit se résumer à quelque chose qu'on comprend tout de suite, bah, c'est très proche de l'habillage. Donc, au début, la différence, c'est que l'habillage, ça rend un peu fou. Travailler sur 8 secondes, par exemple, on a fait le top horaire de France Inter, c'est-à-dire ce qui passe toutes les heures à France Inter. Donc, c'est 8 secondes. Donc, au début, c'est abstrait. Et puis, très vite, quand on commence à travailler dessus, j'arrive à raconter, moi, une histoire en 8 secondes. Il y a un roman dans les 8 secondes, il y a une intention, des mouvements, il y a un personnage. Donc, vous, quand vous l'écoutez en tant que spectateur, c'est hop, c'est passé. Non, nous, on va arriver à mettre beaucoup de sens, à mettre beaucoup de timbres différents pour se dire, les gens vont l'écouter des milliers de fois, ça va passer tous les jours. Donc, l'air de rien, il y a des centaines de couches qui fait que chaque fois on l'entend, ben, on perçoit un timbre un peu différent et ça le rend pas monotone. Donc, le travail là-dessus, sur l'essence très très courte, bah, c'est important et je pense que ça nous sert aussi. Et que même si dans le film on peut s'étaler, de travailler sur des trucs, si on essaye d'inventer, si on essaye d'être musical, ce qui fait notre différence, il y a beaucoup de jingles qui sont de la formule. Comme il y a beaucoup de musique de dessin ou d'arrangement de dessins animés ou de films d'animation qui sont de la formule. On sait comment faire depuis Tex Avery et il y a des trucs, on répète et ça marche. Non, il faut essayer de sortir de la formule. Donc si on sort de la formule, bah, c'est passionnant quelque part. Et on peut faire bouger le schmilblick. Et en plus, beaucoup de gens me disaient au début, oui, mais pour toi, c'est quand même ingrat, tu viens de la musique de film, faire de l'habillage maintenant.
Je dis, mais au contraire, c'est passionnant. Quand les gens de France Inter sont venus me voir, j'ai dit, oui, mais comme vous êtes numéro 1, peut-être qu'on peut en profiter pour mettre des timbres différents, utiliser des instruments qui ne sont pas utilisés. Et ils m'ont dit, oh bah oui, vas-y, à fond la caisse quelque part. Et toutes les musiques sont formatées, les musiques d'infos en général sont anxiogènes. Donc nous, on a dit, les infos, c'est pas anxiogène, ça va être tonique. Et on va être tonique au lieu d'être anxiogène. Et on a mis de la clarinette basse au milieu de l'après-midi, mélangée avec des TR 808. Et ces petites choses, quelque part, bah, ça fait changer le schmilblick. Parce qu'après, je croise des copains compositeurs et qui me disent « Waouh, c'est génial, maintenant, j'ai pu faire ça ». Par exemple, en France, pendant longtemps, les comédies, c'était piano pizzicato. Ça veut dire que dès qu'il y avait une comédie, il fallait faire un thème avec du piano et des pizzas. Quand on a fait 10%, le thème, il est à la harpe et au violoncelle. France Télévisions, le premier mail qui revient, c'est 20h30, pas de harpe. J'appelle Cédric, je lui dis « Waouh, Cédric, il n'y a pas de harpe sur le thème. » Il me dit « Comment ça? Mais non, ils vont te respecter, on va faire nan. » Donc finalement, il s'est imposé, on a réussi à faire le thème. Et ben, la SACEM, 1 an ou 2 ans après, j'ai des potes qui arrivent, des arrangeurs, des compositeurs qui me disent « Merci mec ». Pourquoi? Parce que maintenant, quand on nous demande de faire piano pizzicato, eux, ils disent « Non, mais regardez, 10%, ils ont fait autre chose. » Donc, c'est dans notre responsabilité, nous quelque part... Ils vont nous demander de la harpe tout le temps. Non, mais les anciens, de faire bouger les frontières et de rendre les choses possibles un petit peu, et que parfois, ça se passe même dans 8 secondes. Est-ce qu'on a une dernière question avant de se quitter? Ouais. Bonjour. Moi, j'ai 1 milliard de questions, mais je vais essayer d'en prendre qu'une. Quand on compose, souvent, on compose, je suppose, dans l'audiovisuel avec beaucoup de codes qui rappellent des émotions. Comment on fait pour sortir de ces codes-là, justement? Voilà, on sait que la comédie, ça va être tel genre de choses. Si on veut faire pleurer, on va aller dans le mineur ou dans les violons, prendre telle couleur, un majeur 7 pour une petite nostalgie. Comment on sort de ça? Ou est-ce que, justement, on joue avec ça tout le temps et du coup, on reste coincé un peu dans ces choses-là? Pierre, t'avais l'air motivé. Désolé. Non, mais déjà, si on est sur un bon film ou une bonne série, on ne nous demande pas de faire ça. Généralement, on ne fait pas exactement ça. C'est-à-dire que... non, mais ça me rappelle une scène épique qu'on a eue avec Élise. Enfin, en gros, voilà, quand un film est malheureusement raté, notamment une comédie, on peut... Enfin, les réalisateurs et monteurs peuvent penser qu'on va rajouter de la comédie sur une scène en mettant de la musique drôle, en fait. Mais quand c'est pas drôle, en fait. Et ça marche pas. Et donc on a. Surtout quand c'est pas drôle et qu'on essaye de mettre de la musique drôle, ça met encore plus pire. En avant le fait que c'est pas drôle. C'est-à-dire tout d'un coup, tu dis quand c'est pas émotionnel, à la musique, quoi. Quand c'est pas émotionnel, c'est la même. Hein. Quand tu as un plan insipide et que le réalisateur est là, mais là, je veux qu'il pleure. Tu te regardes, mais comment tu veux que je fasse pleurer sur une scène comme ça? Donc les deux sont. Donc généralement, on nous demande pas de faire exactement ça. Enfin, le cinéma a évolué justement, je pense aussi avec la musique, en disant que la musique c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, un peu un troisième personnage, plutôt un interstice, plutôt, je sais pas. Par exemple, si c'est une scène triste, on va plutôt essayer de travailler sur une mélancolie ou voilà, d'être dans un sentiment proche, mais pas exactement celui-là, peut-être, par exemple. Et puis nous, on est l'exemple de gens assez originaux. On n'est pas les plus formatés. Quelque part, les musiques qu'on fait existent par elles-mêmes. Il y a des gens qui sont spécialistes et qui connaissent tous les codes et qui peuvent te faire du score aujourd'hui de musique américaine orchestrale à la commande, comme ça. C'est impressionnant. C'est un savoir particulier technique. Il y en a quelques-uns qui explosent en France comme ça. Maintenant, ils ont compris tous ces codes. Nous, je ne pense pas qu'on maîtrise ces codes-là. On n'a pas fait forcément d'études aussi d'orchestration, de cinéma ou ce genre de trucs. Donc, je ne connais pas tous les modes qui correspondent aux émotions. Tu as dit que tu avais plein de questions. Tu as le temps pour une dernière, si tu veux. Ok, c'est une question peut-être un peu plus technique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musiciens qui se tournent aussi vers l'audiovisuel. Parce que aujourd'hui, l'industrie du disque est un peu mise à mal et que c'est peut-être une façon aussi plus rémunératrice et plus un pas de côté pour avoir on va dire une reconnaissance et aussi un salaire. Comment ça se passe justement avec les plateformes et un peu tout ce, en termes de droits voisins, droits d'auteur, comment ça se négocie tout ça? Il n'y avait pas eu de question sur l'argent, tu vois. Désolé. C'est pour moi. Vas-y. Non, mais en plus, j'en sais rien. Je crois que par exemple Netflix, ils ont fait un deal avec la SACEM qui est assez secret.
j'ai jamais réussi à savoir combien, qui est pas dingue, je crois. Je sais pas, vous avez eu des trucs. Écoute, oui, moi j'ai cru pendant longtemps que 10% ça me payerait pas sur Netflix. Et puis au bout de 4 ans, tout d'un coup, paf, une année, bien j'ai eu waouh. T'as eu de l'argent? Et j'ai eu de l'argent, ouais, quand même. Bon, c'était pas comme un grand film, mais quand même, j'ai eu de l'argent. Mais voilà, Mais donc, bon, 4 saisons. c'est des deals. Maintenant, les plateformes, elles ont accepté d'être sur du droit français où l'auteur est très protégé. Contrairement aux États-Unis où tu donnes ta musique, tes enfants, ton appart, ta voiture, tu donnes tout, quoi. En France, il y a quand même une partie qui est pas cessible et qui fait que voilà. Mais après, les taux perso, je les connais pas parce que c'est très secret. Oui, mais il y a un vrai sujet là-dessus et un truc qui peut être, par exemple, assez surprenant. Enfin, moi, qui m'a le premier surpris. C'est-à-dire que Arte, qui est une chaîne excessivement respectable, qui soutient les auteurs et la culture, première saison d'En Thérapie, ils ont explosé les scores de loin de tout ce qu'ils ont fait sur leur plateforme, c'est-à-dire plus de 50 millions, un délire. Et j'ai gagné 0. Sur la plateforme? Rien. Rien du tout. Et tu sais à quoi c'est dû ou... Ah bah oui. C'est dû parce que Arte, c'est une plateforme qui met leur contenu à disposition, mais qui n'est ni une plateforme avec abonnement, ni une plateforme avec publicité. Donc, c'est rien. Enfin, pour les auteurs, en tout cas, c'est comme si on le disait, vas-y, prends gratos. Par contre, eux, ça nourrit leur image de marque, leur contenu, leur truc. Mais pour les auteurs, que ce soit les auteurs de musique, mais les auteurs... les gens qui écrivent, zéro. Coup, quand c'est diffusé à la télé, alors c'est plus hertzienne, mais quand ça, par contre, là, c'est génère du droit, mais pas sur la plateforme. Zéro. Tu devrais en parler à ta superviseure musicale. Non, mais c'est un Voilà, gros sujet. Parce que... Je gère le compo pas content parce qu'il... non, non, mais c'est pas là. Bah ouais, non, mais ça, on va pas se regueuler non plus. Non, mais là, il y a quand même de quoi être pas content. Enfin, je veux dire, là, c'est-à-dire qu'on négocie même pas des taux, c'est qu'on n'a rien, en fait. Ouais, parce qu'avec les plateformes, il y a une discussion en amont quand même avec Amazon. Après, la SACEM est super. Enfin, j'ai fait une action énorme. C'est étonnant, je savais pas que sur Arte, ça remontait pas de droit. Personne ne le savait, en fait, parce qu'ils font... habituellement, c'est des chiffres tellement pas gros que la question s'est jamais vraiment posée, en fait. Mais là, 50 millions de streams, tu gagnes rien, ça commence à poser. Donc, c'est devenu un sujet de discussion à la SACEM aussi. Enfin, les choses vont bouger évidemment, parce que là, même les sociétés d'éditeurs ont dit ah ouais, enfin. Bah ouais, bien sûr. Non, mais surtout qu'on passe notre temps à dire les Américains arrivent, nos droits d'auteur, ils font des taux de ouf, mais en fait, la chaîne qui arnaque le plus les auteurs, c'est Arte, en fait. Donc, c'est chaud. Ouais, c'est sûr. On arrive au... J'adore Arte, vraiment, enfin, en termes de la qualité de cette chaîne. Mais ce truc, c'est fou, quoi. Loin de moi la volonté d'arrêter cette discussion-là, mais c'est l'heure. Je voulais remercier évidemment Élise, Huel, Pierre et Loïc pour le temps ce soir. Remercier aussi évidemment Sérimania, Julien et Lola qui ont mené tout ça. Et dans mon équipe évidemment, Sophie, Alice et Rose qui se sont démenées pour tout ça. Merci à tous, à bientôt et au revoir.